André Citroën, un homme, un visionnaire, un capitaine d'industrie. Plus qu'un nom, une marque française à tout jamais symbole d'audace et de progrès. Le premier métier d'André Citroën, ça a été de fabriquer des engrenages. Il était en seconde année à l'école polytechnique lorsque, au cours de vacances en Pologne, chez sa sœur, il a découvert une machine à fabriquer des engrenages chez un petit artisan. Il a aussitôt emprunté à son beau-frère l'argent qu'il fallait, c'était pas très onéreux, pour acquérir le brevet de fabrication de cet engrenage. Et dès qu'il est rentré en France, après son service militaire toutefois, il a fondé un petit atelier qui très vite s'est développé. Petit à petit, il avait commencé avec 3 artisans, il a étoffé son équipe et ça a été le succès. Tellement le succès qu'il a commencé par être connu des constructeurs d'automobiles et notamment des frères Morse qui se désespéraient de voir leur usine qui avait connu des moments de gloire au début du siècle ne plus fonctionner comme ils l'espéraient et qui envisageaient de vendre. On lui a proposé de devenir directeur général de la société Morse, ce qu'il a accepté. Il a mis au point quelques réformes, quelques organisations nouvelles, il a motivé les collaborateurs de la société et en quelques années, il a décuplé la production des automobiles Morse. En 1914, l'industriel de talent qu'est devenu André Citroën est réquisitionné pour participer à l'effort de guerre. Le gouvernement lui demande d'organiser la production de millions d'obus. Dans l'usine qu'il construit à Quai de Javel, il fabrique 10 000, puis 20 000, puis 55 000 obus par jour. À elles seules, les usines Citroën produiront le quart de la production française, soit 25 millions d'obus en 4 ans. La guerre est finie, Citroën doit recycler ses usines. Fort de son expérience chez Morse et de son extraordinaire intuition, il se dirige vers la production automobile. Mais avec lui, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Il fait table rase du passé et modernise son outil de production. Il achète des centaines de machines aux États-Unis. Les usines du Quai de Javel produiront des automobiles comme elles produisaient des obus, à la chaîne. L'emblème de la marque sera un double chevron hérité de la forme si particulière des engrenages d'antan. Les États-Unis sont l'Eldorado d'André Citroën. Il ne cesse de s'y rendre avec sa petite famille pour y étudier les méthodes de production des géants de Détroit. Son fils Maxime s'en souvient. Son grand homme, c'était Ford, et rien ne lui faisait plus plaisir que d'être appelé aux États-Unis le Ford français, French Ford. De ses rencontres avec Henry Ford, Citroën apprendra à organiser la production en masse de véhicules. Le Frenchie a un plan. Il veut démocratiser l'automobile afin de créer le besoin. Il a compris la leçon et doit produire en grande série une voiture unique et bon marché. En 1919, la Tipa atteindra la cadence de production de 30 exemplaires par jour. Elle sera suivie en 1921 par la B2. Mais c'est en 1922, avec la Type C, dite 5 chevaux, qu'un premier pas avait fait vers l'automobile vraiment populaire. La 5 chevaux, plus précisément la 5 HP, sera déclinée en torpedo, en cabriolet 2 places, puis en cabriolet 3 places, ce qui lui vaudra le sobriquet de trèfle. Les chiffres de production en hausse impliquent une augmentation vertigineuse du personnel. Comme par le passé, André Citroën n'est pas homme à déconsidérer sa masse salariale. Comme tous les hommes pendant la guerre étaient au front, il a fallu recourir à une main-d'œuvre féminine. Et puisqu'il s'agissait d'une main-d'œuvre féminine, Citroën a voulu que cette main-d'œuvre puisse travailler tout à fait à l'aise et il leur a fourni ce qu'il fallait pour cela, c'est-à-dire la tranquillité en ce qui concerne la garde des enfants. Il a créé des garderies, il y avait même une salle d'allaitement. Il a créé une véritable clinique incorporée à l'entreprise qui fonctionnait avec 7 médecins à plein temps, des chirurgiens dentaires, un restaurant d'entreprise, enfin tout ce qui aujourd'hui semble à peu près normal dans toutes les entreprises, mais qui à l'époque n'existait nulle part ou quasiment nulle part. Et c'est pour ces femmes qu'il a fait de très gros progrès sur le plan de l'accompagnement social du travail. Bien que la main-d'œuvre ne soit plus exclusivement féminine, cet accompagnement social est reconduit.
Encore une fois, André Citroën révolutionne l'industrie. Il réinvente la vie à l'entreprise. Cantine sonorisée par la TSF, pouponnière et même une clinique voient le jour à Javel. Citroën est à la pointe du progrès social. Tous saluent ses actions jusqu'au ministre de l'Industrie de l'époque. Car il est des patrons chaque jour plus nombreux qui estiment qu'ils n'ont pas assez fait s'ils se sont contentés de payer à leur personnel les salaires convenus. André Citroën, lui, est plus pragmatique. Nous nous efforçons d'améliorer sans arrêt les conditions de votre existence à l'usine. Je suis heureux de profiter de cette circonstance pour vous informer que la fête de l'arbre de Noël, qui nous permet à tous de nous réunir et de distraire les enfants de 6 à 12 ans, aura lieu le 25 décembre au Palais des Sports. Il y aura, comme d'habitude, représentation, distribution de jouets, goûter, tombola, et que le nombre de places étant de 17 000, tous les enfants et tous leurs parents pourront aisément s'y trouver réunis. Bon appétit, mes chers amis, et vive la bonne humeur française. Aux USA, la carrosserie tout acier voit le jour, remplaçant la traditionnelle carrosserie alliant bois et métal. Citroën fait des essais. La marque au chevron s'en inspire et produit la première européenne tout acier, la B10. En 1925, la B10 devient la B12, inaugurant au passage le freinage intégral sur les 4 roues. Citroën, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas le profil d'un ingénieur de l'automobile. Il n'a pas inventé quelque chose en automobile. Il a, en quelque sorte, inventé toute l'automobile. Parce qu'il a été le premier à comprendre que l'automobile n'était pas un objet qu'on livrait au public, qu'on lui vendait un point c'est tout. Il a compris que l'automobile était un service qu'on s'obligeait à rendre à sa clientèle. Citroën l'a perçu très tôt. L'automobile doit être abordable aussi bien économiquement que techniquement. L'automobiliste doit prendre le volant sans avoir à se soucier de sa monture et de son entretien. Pour cela, ces concessions doivent couvrir l'ensemble du territoire français et offrir la même qualité de service au même tarif. Il invente alors l'échange standard, le catalogue de pièces de rechange, la garantie d'1 an sur toutes les voitures et même le crédit automobile. Le client n'est pas le seul à être pris en charge. Tous les ans, chaque concessionnaire reçoit le programme des sorties des modèles Citroën. Ce programme est accompagné des arguments et de la méthodologie de vente. Pour faire comprendre ce qu'il voulait faire, pour donner de l'extension à ses différents projets, Citroën a en quelque sorte inventé la publicité moderne de l'automobile. Et pas seulement la publicité, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Le constructeur français joint alors l'utile à l'agréable. Citroën sera la première marque à fabriquer des jouets représentant ses productions. Quoi de plus valorisant pour un enfant que d'avoir la même voiture que papa? C'est aussi un excellent moyen pour placer la marque au chevron au centre de toutes les conversations familiales. Les Citroënettes sont nées et feront rêver toute une génération de bambins. Tout aussi ingénieux, en 1923, 150 000 panneaux routiers avec le sigle de la marque jalonnent l'Hexagone afin de guider le flot croissant des automobilistes. À l'instar du guide Michelin, ils faciliteront la vie des conducteurs tout en faisant la propagande de la marque. La publicité moderne automobile a son mentor. Et qui plus est, un mentor qui sait créer l'événement. Que de souvenirs pour sa fille Jacqueline. Au moment des arts décoratifs, en 1925, mon père a fait la surprise à ses amis et à nos amis. Il avait loué un bateau-mouche. Tout le monde a été invité sur la scène et à 10h du soir, personne ne s'y attendant, on a tout d'un coup vu la tour Eiffel qui s'éclairait, avec les lettres qui s'allumaient les unes après les autres et le nom de mon père sur la tour Eiffel. Quel formidable coup de pub et quelle débauche de moyens. 200 000 lampes, 1 200 000 watts et des caractères de plus de 30 mètres de haut. Les 6 lettres de feu illumineront le ciel parisien pendant plus de 3 ans. Le 21 mai 1927, après un périple de 6000 km au-dessus de l'Atlantique, Charles Lindbergh se pose sur la piste du Bourget. L'aviateur déclare que ce brasier de 300 mètres de haut lui a permis de diriger son avion, le Spirit of Saint-Louis, vers la ville lumière. Sur l'invite d'André Citroën, Lindbergh visite les usines de Javel.
le patron convie tous ses employés à venir saluer le bel Américain qui d'un coup d'aile a traversé l'océan. Son courage et son endurance sont deux qualités que l'industriel français veut à tout prix associer à sa marque. Dorénavant, la France, l'Europe, le monde entier parle de Citroën. Même Joséphine Baker chante les louanges des automobiles au chevron. J'aime l'amour et l'auto c'est ma vie. Par toujours, mon âme est ravie. À l'amour je jurerai. Poussez. Oui, je préfère encore la belle voiture Citroën avec son confort. Plaisir d'amour, tu appelles on oublie la Citroën dure toute la vie. La marque fait feu de tout bois pour sa communication, une publicité aussi spectaculaire qu'informative. Ainsi, en 1932, les actualités cinématographiques assisteront aux essais de la carrosserie monocoque. Les pirouettes médiatiques de la Rosalie permettront aux clients potentiels de mieux entrevoir les avantages de cette méthode de fabrication. Car la carrosserie monopièce, dite monocoque, offre une solidité accrue par rapport à la tout-acier. André Citroën aime le spectacle. Ce goût lui vient de son frère Bernard, propriétaire de cabaret, mort au combat, et dont André Citroën ne fera jamais le deuil. En termes de communication, Citroën a fait fort avec Lindbergh. Haut avec la Tour Eiffel, il veut maintenant aller loin, très loin. Autre élément d'un grand moment de publicité, ça a été les croisières Citroën, les croisières intercontinentales des autochenilles Citroën. Mais il faut comprendre aussi que ce n'était pas seulement de la publicité. C'était aussi l'illustration de ce que Citroën croyait qu'on pouvait demander à l'automobile. Merveilleux instrument de liberté, merveilleux instrument de découverte. Citroën n'en est pas à son coup d'essai. En 1922, 5 autochenilles de type B2 avaient traversé le Sahara d'Alger à Tombouctou. Héritière de ce premier succès, la croisière noire traversera tout le continent africain, de Colombéchar en Algérie à Tananarive, capitale de Madagascar. Cette entreprise de 28 000 km se déroulera du 28 octobre 1924 au 28 juin 1925. Inspiré par ce second exploit, André Citroën créera la compagnie transsaharienne Citroën, la Citracit, dont le but sera de vendre aux riches touristes des traversées en autochenille de l'Afrique clé en main. Malheureusement, intrigues politiques et malchance mettront fin au projet. La première croisière, ça a été la première traversée du Sahara, suivie de la croisière noire. Et puis, il y a eu la croisière jaune qui a été la dernière en date et qui a quelque peu occulté les deux premières, qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi passionnantes. Et notamment la première traversée du Sahara, on avait fait plusieurs essais, l'armée notamment, d'introduction, de pénétration automobile au Sahara, et ça s'était soldé par une débâcle et par des désastres successifs. Citroën, lorsqu'il a rencontré Kégresse, l'inventeur des autochenilles, a pensé que ce que Kégresse avait inventé pour la circulation de la cour impériale de Russie en hiver, sur la glace et la neige, on pouvait aussi l'adapter à la circulation sur le sable. Et il a donc lancé la première traversée du Sahara en automobile, qui a été la première réussite d'une traversée du Sahara en automobile, de Tougourt à Tombouctou, avec comme chef d'expédition Georges-Marie Hart, son ami et collaborateur de toujours, assisté lui-même de Louis-Audouin du Breuil, qui était un aviateur qui s'était reconverti au Sahara et qui était devenu un spécialiste de l'automobile au Sahara. En ce début d'année 1931, Citroën rêve d'Asie. La croisière jaune est en marche. 2 groupes d'autochenilles partent respectivement de Beyrouth et de Pékin pour se retrouver à mi-parcours avant de repartir vers Pékin. Le départ est donné le 4 avril. Ce sont les hommes forts de la croisière noire, Georges-Marie Hart et Louis-Audouin du Breuil, qui mènent les troupes. Après une traversée sans embûche de l'Inde, un obstacle de taille toise le groupe Pamir dirigé par Georges-Marie Hart. L'Himalaya, formidable géant, toit du monde incontournable qu'il faudra gravir. Quand il n'y a pas de passage, on dynamite les rochers. Quand les virages sont trop abrupts, on déplace l'arrière des voitures au cric. Quand l'infime sentier n'est pas suffisant, on taille à même la roche un nouveau chemin. Monter, toujours monter,
coûte que coûte pour gagner cette course contre la montre et devancer l'hiver qui menace sur les hauts plateaux. Nous sommes loin des moyens réduits de la croisière noire. Pas moins de 30 hommes accompagnés de mulets suivent en permanence les autochenilles. Les autochenilles qui dorénavant sont formidablement motorisées par le nouveau 6 cylindres de la marque. Mécanique qui permet à ces 2 tonnes de métal de gravir les pentes les plus abruptes. Cécillon est au volant de cette voiture. Il a senti le sol se dérober. Il restera 5 heures sans bouger derrière le volant, suspendu à au-dessus de 200 mètres d'à pic. Il faudra 5 heures au palan et au treuil pour sécuriser la voiture et reconstruire le chemin sous la chenille. 5 heures d'angoisse pour Cécillon. Et d'angoisse pour arracher au vide ce mastodonte de 2 tonnes, miraculeusement suspendu sur 200 mètres d'à pic. Enfin, quand le chemin est trop étroit, on démonte les autos. Des porteurs sont recrutés sur place pour transporter les entrailles de ces monstres d'acier. Tels des funambules, ils traversent ces maigres corniches avec des centaines de kilos sur leurs frêles épaules. Puis, de l'autre côté, les mécaniciens remontent les autos, au prix de précieuses heures. Pendant ce temps, le groupe Chine, conduit par Victor Point et Petro Pawlowski, progresse sans mal. Après les sentiers poussiéreux et la canicule des vallées, c'est 6 mètres de neige qui attendent nos aventuriers en haut des cols. Neiges éternelles qui, malgré l'efficacité de l'invention de Kegress, mettent à mal les Citroën jaunes. Sur certaines pentes à 45 degrés, il faudra 10 heures pour parcourir à peine 6 km. Et que dire de ce froid qui glace les os? En bas des vallées, ce sont les fleuves en crue qu'il faut franchir. Fleuves tentaculaires aux bras multiples qu'il faut maintes et maintes fois traverser. Puis, de nouveau, il faut gravir les pistes enneigées. Les hommes ont froid. Et il ne faut pas compter sur les autochenilles pour se mettre à l'abri. Ce sont des découvrables surchargés de vivres et de matériel. À 8000 km de là, Point et Pawlowski entrent au Xinjiang et font route vers la capitale Urumqi. En arrivant à Gilgit, sur les hauts plateaux du Pakistan, une bien mauvaise nouvelle attend George Mary Hart. L'élégant apprend que le maréchal King, gouverneur du Xinjiang, retient le groupe Chine en otage. Hart décide de poursuivre sa route avec un groupe réduit. Il abandonne les autochenilles pour une caravane de chevaux et de mulets. Rapide, le groupe arrive au Turkestan, sur les hauts plateaux de l'Asie centrale, le domaine des nomades kirghizes. Il ne s'arrête pas, car le temps presse. Bientôt, les chameaux remplacent les chevaux. Au même moment, André Citroën fait préparer à Javel la rançon que demande le gouverneur pirate. Des autochenilles sont emballées à la hâte avant d'être envoyées en caisse de bois par le transsibérien. Cette rançon tombera à pic pour libérer Point, ainsi qu'Hart, qui vient à son tour de se jeter dans la gueule du lion. Les 2 hommes libérés rebroussent chemin et partent à la rencontre du groupe Pamir qui a continué sa pénible route. Le 8 octobre, les 2 groupes font enfin leur jonction à Atsu avant de reprendre leur périple direction Chine. L'équipe sait que le plus dur est passé. Ils s'accordent une pause. Tous sont là. Victor Point et George Mary Hart, Audouin Dubreuil et Petro Pawlowski, Aquin et Lefebvre, le docteur Delastre et le mécanicien Balourdet, Williams le géographe, le peintre Yakovlev, le père Teilhard de Chardin. L'expédition traverse la Mongolie, mais ils ont pris du retard à cause de la prise d'otages. Un nouvel obstacle se dresse sur leur route, le terrible hiver de l'Asie centrale. Cet hiver qu'ils n'auraient pas dû connaître. Quant au fleuve jaune, il est maintenant gelé. Traverser ces 1000 bras est une véritable épreuve qu'il faudra répéter des dizaines et des dizaines de fois. Enfin, la Chine impériale. Mais la Chine est en guerre. Tout n'est que ville en ruine, grande muraille à vendre, misère et maladie. À l'issue d'un périple de 120 000 km, le 12 février 1932, l'expédition entre dans Pékin par la porte de l'Ouest. La troupe est accueillie en grande pompe. George Mary Hart reçoit des autorités locales la cravate de la Légion d'honneur. Il est à l'apogée de sa gloire. À Hong Kong, le 18 mars, Hart décède d'une pneumonie contractée pendant le voyage. Il restera à jamais le capitaine et le guide spirituel de cette poignée d'aventuriers animés d'une même volonté de vaincre les éléments et le scepticisme général. Citroën pleure son ami de toujours. En 1933, une révolution dans le monde automobile se prépare à Javel.
Les deux instigateurs de ce renouveau sont le jeune ingénieur André Lefebvre et le non moins jeune styliste italien Flaminio Bertoni. Mais une lourde tâche attend la Type 7, alias la traction, qui sortira en avril 1934. Jaloux, après une visite aux usines Renault de l'île Seguin, André Citroën avait fait raser et reconstruire celle de Javel en moins de 5 mois. Mais à quel prix ? Cette folie, ajoutée au coût exorbitant de la croisière jaune et aux charges financières qui pèsent lourdement sur l'entreprise, font vaciller l'Empire au chevron. La traction est donc le vaisseau de la dernière chance. Concevoir et réaliser une voiture aussi révolutionnaire que la traction en un peu plus d'un an, c'était quasiment impossible. Et ça l'a été d'autant plus que Citroën a été trahi, le mot est un peu fort, par deux ingénieurs. L'un, c'était Samso de Lavaux, qui lui avait proposé une boîte de vitesse automatique. Citroën voulait sortir en grande série, sur son futur modèle, une boîte automatique et rien d'autre. Pas de boîte mécanique. En 1934. Et puis cette boîte n'a jamais marché. Mais personne n'osait le dire à Citroën. Deuxième ingénieur, c'était Grégoire, qui devait fournir les joints de cardan nécessaires à la traction avant. Puisque pour que les roues qui bougent, puisqu'elles sont directrices, puissent transmettre, récupérer la puissance du moteur, il faut des joints spéciaux qu'on appelle des joints homocinétiques. Les joints fabriqués et proposés par Grégoire donnaient satisfaction, mais Grégoire les a tellement perfectionnés que ça ne marchait plus au moment de la livraison au constructeur. Il a donc fallu que l'entreprise Citroën se tourne vers les Américains, Glenzer et Spicer, et que, en fait, ça a été la cause d'un nouveau retard, alors qu'il n'était pas question du moindre retard. Citroën a dit à un de ses collaborateurs, maintenant il n'est plus question de jours, il est question d'heures. Citroën avait l'épée dans les reins, il fallait qu'il sorte cette voiture, et bien entendu, ça n'était plus jouable. Mais l'inéluctable arriva. Le 21 décembre 1934, la société Citroën est mise en liquidation. Le 143 quai de Javel passe entre les mains de l'actionnaire principal, Michelin. Quant à André Citroën, les banques l'ont tout simplement fait mettre à la porte. C'est Pierre Bourdon-Michelin, fils d'Édouard Michelin, et Pierre Boulanger qui prennent les rênes. Les deux Pierres ont pour mission de mettre en place une politique stricte de réduction des coûts. Autre tâche et pas des moindres, ils devront fiabiliser les produits et notamment la traction. J'ai commencé ma carrière chez Citroën en rentrant à l'école Citroën en 1930. J'ai eu la chance, la deuxième année, de faire un essai au service de prototype à l'autodrome de Montlhéry où Citroën avait un laboratoire. La première voiture que j'ai eue en main, c'est une Rosalie. Le moteur culbuté qui a équipé la traction a été essayé auparavant sur la Rosalie qui roulait avec un moteur habituel latéral. J'étais surpris d'apprendre par les journaux, la radio, que la traction était sortie. On ne l'avait jamais vue. Elle a été présentée, c'était une question de vie ou de mort de l'usine. Et Citroën voulait qu'elle sorte. Elle est sortie, mais presque sans essai. C'est la raison pour laquelle, après, il a fallu faire un tas de modifications pour l'améliorer petit à petit, mais ça demandait du temps. Bien qu'André Citroën soit à l'origine des améliorations de la traction et notamment celles touchant à la mécanique, c'est au Michelin de récolter les fruits de cette moisson miraculeuse. Avec la 7C, les 11 légères et la puissante 15 6 cylindres, la traction prend la route du succès. Sa caisse autoporteuse, ses roues indépendantes, sa carrosserie aérodynamique et sa fameuse traction avant tant décriée sont dorénavant les clés de sa réussite. Pendant plus de 20 ans, cette Citroën restera sans concurrence. Une reine de la route qui n'avait pourtant pas tiré toutes ses cartes. Le 22 pour moi c'était un mythe. Je sais qu'il y en avait une qui était équipée, enfin sous le capot, il y avait un moteur Chevrolet, et l'autre, il n'y avait pas de moteur. J'ai participé aux essais du moteur de la 22 avec l'ingénieur de mon camp au laboratoire d'essais moteurs. Et le moteur était loin d'être au point. Toutefois, en 1938, j'ai vu un cabriolet 22 dont les ingénieurs étaient venus nous présenter à Montlhéry.
pour que nous donner notre appréciation en faisant un tour de piste. Et c'est le seul modèle que j'ai vu et que nous n'avons pas gardé d'ailleurs pour essai. On ne sait même pas s'il y avait comme moteur dedans. Et à mon avis, ce n'était pas un moteur Citroën parce qu'il n'était pas terminé. André Citroën ne saura jamais qu'il avait vu juste avec la traction. Il décède d'un cancer de l'estomac le 3 juillet 1935. Le génie et l'audace sont en deuil. L'ère Michelin est en marche, une ère brillamment incarnée par le prototype de la très petite voiture, la TPV. Une automobile révolutionnaire dont André Citroën aurait été fier. Mais la guerre gronde. En 1938-1939, j'étais à la Ferté-Vidame pour essayer les premiers prototypes de la TPV au centre secret de la Ferté-Vidame, qui était très, très gardé parce que la guerre économique entre l'Allemagne et la France battait son plein pour la sortie, les premiers, de la voiture populaire. Cette voiture était une voiture extraordinaire, impensable, construite de telle façon, avec de telles innovations, qu'aucune marque jusqu'à présent n'avait pensé à le faire. C'était une voiture indécollable de la route. Elle était d'un très grand confort, malgré sa simplicité. Après la guerre, j'ai tout de suite acheté la première 2 chevaux qui est sortie, la 375 cm3. 1948. Le 35e salon de l'automobile est inauguré par Vincent Auriol. La France se reconstruit. Bon nombre des automobiles présentées ne sont plus à la portée des Français moyens. Depuis 1936, Pierre Boulanger rejoignait les idées de Citroën. La traction n'était pas assez abordable. Cette réflexion était à l'origine de la très petite voiture. L'heure était venue de présenter l'aboutissement de ce concept. D'un geste rapide, Boulanger fait voler le voile qui recouvre la 2 chevaux. Stupeur et moquerie vont bon train dans le public. D'autant que la foule ne se souvient plus ni des 250 exemplaires de la Tipa 2 chevaux produits en août 1939, ni des prototypes disparus de la TPV. J'ai découvert les 3 prototypes de la 2 chevaux dont l'appellation était TPV pour l'époque, à la Ferté-Vidame, au milieu des années 90. Le responsable de la maintenance du centre de la Ferté-Vidame nous a pris un peu par le bras et nous a dit qu'il y avait encore des pièces de TPV qui pourraient nous intéresser dans un grenier. Donc nous avons suivi cette personne qui nous a fait monter un petit escalier en bois qui donnait sous les toits de la ferme. Et arrivé en haut de l'escalier, on est resté bouche bée en apercevant dans le fond du toit, du grenier, les 3 TPV sous des bâches, sous la poussière. De voir ces 3 prototypes TPV sous les toits, on s'est déjà demandé comment ils avaient pu être montés ici, à l'endroit où on les a retrouvés. Et une autre question tout de suite qui est venue à nous, c'est comment on pourrait les faire redescendre et les remonter et les montrer à tout le monde, quoi. Une partie du toit a été démontée et ça a été, on a fait intervenir une grue pour pouvoir prélever chaque véhicule et les remettre au sol sans problème, puisque vous voyez, ils sont dans un état parfait. Ces 3 TPV, oui, n'étaient pas les premiers exemplaires découverts. Monsieur Wolfgang Singer, au temps où il était directeur de la communication, avait soit enquêté à la Ferté-Vidame ou su qu'il existait encore un TPV qu'il a fait remettre en état. Et donc c'est le TPV qui tourne aujourd'hui. Et il existe également un autre TPV qui avait été retrouvé, qui avait dû servir chez Michelin. Lors du lancement de la 2 chevaux en 1948, le commentateur des actualités de l'époque déclarait « Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique. Citroën présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. » Visiblement, certains journalistes sont devins. Car la 2 chevaux sillonnera les routes du globe pendant plus de 40 ans, faisant au passage le bonheur de plusieurs générations de jeunes fauchés, d'urbains branchés, de hippies et d'autres épris de liberté. En 1973, sous l'impulsion de Jacques Wolfgang Singer, le Raid Afrique voit le jour.
Ce périple de 8000 km permettra à 100 jeunes Français de vivre l'aventure africaine au volant de leurs 2 chevaux. Organisé par Citroën, Total et RTL, il sera la transposition moderne de l'esprit des croisières Citroën. En 1973 toujours, la Dodge connaît une nouvelle jeunesse grâce aux 2 chevaux cross. Pour autant, la 2 chevaux n'est pas bonne pour la casse, car la petite Citroën ne cesse de se moderniser. De 2 chevaux, elle est devenue 2 chevaux 4 et 2 chevaux 6, offrant sa plateforme à sa mécanique à de nombreux dérivés, à commencer par la célèbre Diane et la non moins célèbre Méhari. C'est en 1968, alors que les pavés volent à Paris, que Citroën innove une fois de plus avec cette auto. Ce sera la première voiture française faisant appel à une carrosserie d'éléments thermoformés en ABS teintés dans la masse. Reine des plages, elle deviendra à son tour une icône de liberté. Mais l'exceptionnelle longévité de la 2 chevaux et de ses dérivés nous a fait faire un bond en avant. Revenons aux années 50. Boulanger mort dans un accident automobile, c'est Robert Puisieux qui lui succède. Il entend lui aussi sortir un nouveau modèle. C'est encore la plume de Bertoni qui œuvre pour le design. Si ces croquis ne vous semblent pas étrangers aujourd'hui, ils étaient tout bonnement surréalistes en 1955. Imaginez-vous que cette auto futuriste était appelée à remplacer la traction. Et cela en grande série. Au salon de l'automobile 1955, l'incroyable DS19 se révèle, ridiculisant au passage Renault et Peugeot. Jamais une automobile n'a autant marqué par ses nouveautés techniques. Suspension hydropneumatique, freinage à disque assisté, aérodynamique poussée sont au menu de cette Citroën qui fait l'effet d'une bombe. Ce qui est curieux dans cette firme Citroën, c'est que cette société qui avait été au tout premier rang dans l'entre-deux-guerres de la publicité, qui avait fait parler d'elle par tous les moyens, un peu comme Michelin le faisait de son côté, tout d'un coup, à partir de 1934-35, il a fallu serrer les boulons, il a fallu faire des économies partout, lorsque Pierre Michelin a pris les commandes succédant à André Citroën. Et donc on a supprimé la publicité, la communication extérieure. Et puis ça a été l'événement considérable qu'a été sur le plan mondial la sortie de la DS au Salon de Paris 1955. Et là Citroën s'est trouvé confronté avec des questions qui affluaient de toutes parts, de la presse technique notamment. Alors la direction générale s'est dit peut-être qu'il faut qu'il y ait une structure mise en place. À ce moment-là, on a fait appel, et ça a été, à mon avis, une très bonne idée, à un journaliste pour dialoguer avec des journalistes. Ça a été la chance de ma vie. J'ai été recruté par Citroën pour créer un service de communication, ce que j'ai fait et que j'ai continué à faire pendant 30 ans. Curieusement, alors que la ligne de la DS s'affiche si moderne, elle remet au goût du jour un métier typique des années 20, celui des carrossiers des commandes, et dont le plus célèbre est à coup sûr Henri Chaperon. Ce véhicule était un véhicule très spécial puisqu'il a été construit par un carrossier qui s'appelait Henri Chaperon en 51 exemplaires qui étaient réalisés sur des commandes spécifiques de clients à partir de véhicules livrés par les usines Citroën. Et c'était livré à l'usine de Levallois-Perret où se situaient les usines de Chaperon. C'est un coupé Henri Chaperon qui se nomme le Dandy. J'ai eu la chance que mon grand-père en fasse l'acquisition en 1965 auprès d'Henri Chaperon et depuis il n'a pas quitté la famille. C'est-à-dire que j'ai le devis, j'ai les factures, j'ai absolument tout l'historique du véhicule, ce qui valorise le véhicule et qui est historiquement très intéressant. Parallèlement à ces sublimes évolutions stylistiques, la DS se voit greffer une petite sœur, l'Idée. En effet, entre l'économique 2 chevaux et la luxueuse DS, il n'y avait pas de milieu de gamme chez Citroën. À croire que l'esprit du fondateur de la marque a quitté définitivement les murs de Javel. L'Idée, qui n'est autre qu'une DS allégée, a pour rôle de faire patienter la clientèle en attendant 1961, date de sortie de la Mi 6.
Pendant ce temps, la reine des autoroutes prend des vitamines, s'offrant au passage un palmarès sportif brillant, des lauriers en parfaite adéquation d'ailleurs avec la marque italienne Maserati, dont Citroën est l'actionnaire majoritaire depuis 1968. Les premiers fruits de cette collaboration entre la marque au chevron et celle au trident voient le jour en 1970, au Salon de Genève. La SM marque le retour du concept de GT chez Citroën. L'idée d'un coupé sportif de la DS ne date pas d'hier, mais le moteur 4 cylindres de la Type D ne peut revendiquer une quelconque sportivité, même doté d'une injection. Le 6 cylindres en V Maserati tombe donc à point nommé pour équiper ce coupé aux lignes magistrales. Quant aux exploits sportifs de la SM, ils n'ont rien à envier à ceux de la DS. Pour sa première sortie au Rallye du Maroc 1971, la SM remporte la victoire malgré des conditions extrêmes. Mêmes exploits et même intérêt de la part de Chaperon. D'un coup de baguette magique, le carrossier de Levallois transforme ce coupé en majestueuse berline décapotable. Cette voiture d'apparat, commandée par l'État français, fera son entrée dans le Gotha lors de la visite de la reine d'Angleterre à Paris le 15 mai 1972. D'autres personnalités suivront. Il s'agit d'une SM Opera. La caractéristique, c'était pas fabriqué par Citroën. Citroën n'a fait que des coupés SM. Là, sont des voitures qui ont été transformées par Chaperon, rallongées et transformées en 4 portes. Alors l'histoire, c'est qu'en 72, à peu près, la présidence de la République a commandé à Chaperon des SM découvrables comme voiture d'apparat. Citroën a fait une étude de transformation, ça a été réalisé par Chaperon, et après Chaperon a amorti les frais de cette étude en vendant pour son propre compte une petite série de berlines à des clients. La voiture a été rallongée de 29 cm au niveau de l'empattement. C'est uniquement pour augmenter la place pour les jambes des passagers arrière. Je m'en sers de temps en temps, mais non, au quotidien, je roule plutôt en DS Chaperon. Parce que je roule actuellement, enfin l'été, je roule avec un cabriolet DS Chaperon, un Caddy, aussi un modèle spécial. 6 mois après la sortie de la SM, la GS s'affiche enfin comme un véritable milieu de gamme entre la 2 chevaux et la DS. Son dessin, fruit de l'ordinateur, s'avère être dans l'air du temps. Ce qui est un atout, car comme par le passé avec la traction, la GS doit sortir les comptes de la marque du rouge. Une fois de plus, la politique de perpétuelles avancées se paye le prix fort chez Citroën. La GS évolue donc dans l'urgence. Certaines innovations, comme le gourmand moteur rotatif de la version birotor, s'apparentent même à des erreurs stratégiques. Car en cette année 1973, le monde est en pleine crise pétrolière. Il n'y a guère que l'aura de l'hélicoptère Citroën équipé de ce même moteur qui fasse oublier l'adversité. L'histoire se répète. 1974, Citroën se voit à nouveau victime de son audace. La société en difficulté est mise sous la direction du groupe Peugeot. Javel est dans la gueule du lion. Commence alors une politique de laminage de la marque. Pour preuve, en 1976, l'usine mythique de Javel est abandonnée. Un pan d'histoire automobile s'écroule. Citroën est devenue une sous-marque de Peugeot. La marque de Sochaux ne profitant dans un premier temps que d'essais mécaniques. La LNA en est la parfaite incarnation, un moteur de 2 chevaux dans une caisse de Peugeot 104 coupé. Quant à la Visa, que dire de sa carrosserie on ne peut plus spéciale destinée à habiller la plateforme de la berline 104. Même la GS, qui vient de trouver sa vitesse de croisière, est remplacée par la GSA, faisant la part si belle au plastique. Seul le design si futuriste de sa planche de bord pourrait faire penser à une Citroën, à moins que ce ne soit qu'un subterfuge pour masquer ses maigres évolutions mécaniques. À l'aube des années 80, la marque au chevron entre dans l'ère du plastic toc et de la finition déplorable. Quel gâchis! Mais revenons en 1974.
époque de la mise en service de l'usine d'Aulnay et de la nouvelle organisation du travail chez Citroën, un des rares points positifs de la politique PSA. J'ai effectivement assisté à la naissance du site d'Aulnay en 73-74, naissance de la nouvelle usine et naissance aussi de la nouvelle voiture de l'époque qui était la CX. L'usine d'Aulnay était beaucoup plus automatisée que l'était celle de Javel. Les recherches avaient été faites pour que les pénibilités, les conditions de travail soient améliorées. Alors concernant l'organisation du travail et les différences qu'il pouvait y avoir par rapport à Javel, l'organisation propre de chacun des postes de travail était toujours appuyée sur la méthode taylorienne, ce qui fait que chaque répartition existait pour chacun des postes, avec bien sûr le détail des opérations à faire et le temps alloué. Mais il y avait eu quand même certaines évolutions en matière de conditions de travail qui faisaient que le travail était moins pénible. Il n'y avait plus de manutention puisque tout était automatisé. Autre exemple, les opérateurs qui travaillaient sur les éléments mécaniques n'avaient plus à suivre le moteur ou la boîte de vitesse pour faire leurs opérations, mais ils étaient transportés sur un tapis roulant, ce qui fait que ça leur évitait de marcher le long de la voiture. Autre évolution importante entre Javel et Aulnay. À Javel, l'organisation hiérarchique était assez rigide. Il y avait des chefs d'atelier, des contremaîtres, des chefs d'équipe, des entraîneurs et ensuite on trouvait l'opérateur qui fabriquait les voitures. À Aulnay a été mis en place le plan Mercure. Au niveau de l'organisation, on va dire sociale de l'atelier, les nombreux échelons hiérarchiques qu'il y avait auparavant entre le directeur et l'opérateur se sont trouvés diminués presque de moitié. Puisqu'avant, on avait un directeur, un chef d'atelier, on avait un contremaître, un chef d'équipe, secondé lui aussi par 2 entraîneurs ou 2 responsables de groupe, et ensuite on trouvait l'opérateur. Le plan Mercure a permis de diminuer ce nombre d'échelons hiérarchiques. Le directeur avait des chefs de secteur, et les chefs de secteur avaient 2 échelons de maîtrise en dessous eux. L'agent de maîtrise niveau 2 qui était entre l'ancien chef d'atelier et l'ancien contremaître, et l'agent de maîtrise niveau 1 qui ressemblait étrangement à l'ancien poste de chef d'équipe. La grande évolution, ça a été l'enrichissement des tâches de chacun de ces niveaux. L'ancien chef d'équipe qui n'avait aucune personne sur qui s'appuyer s'il avait une difficulté pouvait désormais s'appuyer sur l'aide d'assistants de production pour l'aider dans les premières difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le déroulement de sa tâche. En octobre 1974, donc, la CX se révèle sous l'ère Peugeot. Pourtant, c'est une véritable fille de l'ère Michelin, qui, comme ses aînés, séduit les artisans carrossiers. C'est une voiture qui est un peu particulière puisque c'est un cabriolet qui est homologué, qui est passé à l'UTAC, donc qui est homologué mine, et qui a été présenté en 1984 au Salon de Paris de cette année-là. Elle avait été présentée à Genève précédemment et c'était une toute petite série puisqu'il y a eu 4 voitures de réalisées et c'est un carrossier de l'Allier qui l'a fait. Donc c'est une berline CX GTI. Le client en fait choisissait sa voiture. Moi j'ai choisi une CX GTI. C'est une berline et la couleur blanc nacré et rouge pour le cuir qui sont les couleurs Citroën. Donc c'était un symbole à l'époque. C'est tout simplement pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Tous les accessoires qui sont montés sur cette voiture sont d'origine Citroën. Vous pourrez voir qu'il y a des doubles phares à l'avant. C'était à l'accessoirie Citroën. Ce sont des phares de double phare Moret. À l'arrière, les feux rectangulaires, ce sont tout simplement des feux arrière de Visa. Et le tableau de bord Gégère était en accessoirie Citroën au catalogue de l'époque. La voiture, je l'ai depuis 1984 puisque c'est celle-là qui était exposée au Salon de Paris. On a dû faire à peu près 50 000 km avec, elle est bien garée et on fait toutes les grandes sorties Citroën avec la voiture. C'est une voiture tout à fait conforme à la berline de série de Citroën. Il n'y a aucune modification mécanique. La CX est la dernière des Citroën à entrer dans le monde fermé de la collection. C'est une preuve de plus de sa légitimité. Profitons de cet aparté pour faire un point sur les collectionneurs de la marque.
Citroën est la marque la plus collectionnée en Europe. Il n'y a que les marques américaines qui sont plus collectionnées. Et même y compris parmi les marques prestigieuses, c'est la marque qui attire le plus de collectionneurs par rapport au nombre de modèles produits. Et nos rassemblements ressemblent toujours beaucoup plus de collectionneurs que les autres. L'Amicale Citroën fédère environ 135 clubs, un peu plus, environ 140 clubs, sur les 200-220 clubs Citroën qui existent en France. Les collectionneurs qui sont dans les clubs qui sont membres de l'Amicale Citroën sont à peu près 6500. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un profil type du collectionneur Citroën, ça dépend des modèles. Il y a les collectionneurs de 2 chevaux qui sont une race à part, qui collectionnent plus un art de vivre comme ils disent qu'une voiture, et puis après les collectionneurs de DS et de SM et de traction qui ont chacun leur profil différent. Mais il y a aussi des collectionneurs qui collectionnent tous les types de Citroën. Le modèle le plus collectionné de Citroën en France, ce sont les 2 chevaux bien sûr, qui sont suivis ensuite à peu près à égalité par les DS et les tractions. Depuis 2001, le site d'Aulnay abrite en son sein le conservatoire Citroën. Créé sous l'impulsion de Pierre Peugeot, cet écrin fait honneur au passé de la marque. Bien que cette caverne d'Ali Baba ne soit pas ouverte au public, elle n'en est pas pour autant un vulgaire lieu de stockage. Bien au contraire. Le conservatoire de la marque Citroën assure 2 fonctions principales. La première étant la constitution d'une collection représentative de l'histoire de la marque. Cette collection est faite de voitures, de documents et d'objets divers. Cette collection étant constituée, nous en assurons bien évidemment la préservation. La deuxième fonction est une fonction de valorisation de ce patrimoine, valorisation qui se fait au travers de prêts, de véhicules, d'objets et de documents pour des événements divers que nous organisons ou qui sont organisés par des tiers, par des musées par exemple. Dans la partie véhicule, aujourd'hui, nous disposons d'environ 350 pièces. Et quand je parle pièces, je ne veux pas dire simplement des véhicules, parce que notre collection se compose à la fois de véhicules qui sont des véhicules de série, mais aussi de concept cars, de maquettes d'études qui ont servi au développement de certains véhicules de série et d'objets de véhicules à restaurer par ailleurs. La pièce maîtresse de nos archives est l'historique des productions de l'entreprise depuis la première voiture produite en 1919, la Type A 0001. Et il faut savoir que de 1919 à 1979, les registres de production étaient des registres tenus à la main que nous possédons aujourd'hui. Ensuite, vous trouverez dans la partie archives tout ce que sont les documents liés, par exemple, aux notices de réparation, aux notices d'entretien, aux notices publicitaires, aux notices de pièces de rechange, aux affiches, etc. Le patrimoine est constitué de diverses façons. Comment reconstitue-t-on notre patrimoine? On le fait de diverses façons. La façon la plus sympathique, ce sont les dons, où les gens ont connaissance de l'existence du patrimoine, du conservatoire du patrimoine de la marque Citroën, nous approchent et nous disent spontanément, nous avons tel objet, nous ne voulons pas que cet objet tombe en désuétude, donc est-ce que vous voulez bien le prendre? Alors, nous avons eu ça pour certains objets, entre autres des objets issus de la Croisière jaune, dont la famille d'un des mécaniciens de la Croisière jaune nous a approchés pour nous dire mon papa avait ces objets-là, ils sont dans le grenier, papa est mort, est-ce que vous voulez les objets? Ça, c'est une des façons, et ça, c'est une façon extrêmement touchante, extrêmement sympathique. Ça s'applique à des objets, ça s'applique aussi à des voitures. La deuxième façon, c'est bien évidemment l'acquisition, et nous avons un réseau, je dirais, d'informateurs, que ce soit au travers des clubs, ou que ce soit même au travers de certains commerçants connaissant notre activité, qui nous signalent un certain nombre de pièces rares, qu'ils nous proposent à l'achat. Et l'une de nos dernières acquisitions est par exemple une Type A torpedo grand luxe fabriquée dans les années 20 à environ 300 exemplaires. C'est vraiment un véhicule extrêmement rare qu'on a été déniché dans une grange du côté de Poitiers. L'atelier que nous avons ici en interne est essentiellement lié à la deuxième fonction du patrimoine, qui est la valorisation du patrimoine vis-à-vis de l'extérieur.
Comme je vous l'ai dit, l'endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui est essentiellement un lieu de stockage dans lequel le public n'a pas accès. Mais nous ne voulons pas considérer que l'ensemble de ce qu'il y a de la collection ici soit inerte. Elle doit participer absolument à la valorisation de l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Depuis l'arrivée de Jean-Martin Foltz à la tête du groupe PSA en 1997, la marque Chevron sort de sa torpeur, semblant s'extraire de la gueule du lion. Le concept car C6 lignages, la C3 et les concepts pluriels devenus C3 pluriel sont annonciateurs du retour de l'audace chez Citroën. Une audace qui s'est tiré le meilleur parti de son passé, comme nous l'explique Claude Satinet, président de la marque. Quand on a la chance d'avoir une marque au passé aussi prestigieux que Citroën, il faut toujours se demander comment on fait pour utiliser son passé pour construire son futur. Je commencerai par dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une voiture moderne, réplique d'une voiture passée. Ça ne marche pas parce que l'image que chacun de nous a conservée des voitures passées est différente et on n'arrive pas à la rendre cohérente pour la voiture moderne. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est continuer d'utiliser les mêmes valeurs que celles que l'on trouvait dans les produits du passé. Par exemple, une 2 chevaux, il serait une très mauvaise idée de refaire une nouvelle 2 chevaux. Par contre, dans une C3, on retrouve des éléments que l'on trouvait dans la 2 chevaux, comme privilégier le volume intérieur, avoir un style extérieur simple et facile à comprendre. Ça me semble la bonne voie. Et il faut surtout essayer de cultiver son passé, de le mettre en valeur, de pouvoir l'exposer et le présenter, parce qu'il ne faut jamais avoir honte de son passé, au contraire, il faut en avoir une très grande fierté. Et comment ne pas croire au renouveau avec un tel passé et un tel futur ?